On n'est pas sorti des rangs, hein. Salut à tous, très heureux de vous retrouver comme toujours sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode dont on n'est pas sorti des ronces. Aujourd'hui on va parler du vin, et oui du vin, réel symbole de notre pays. On est le pays qui consommons et qui exportons le plus de vin dans le monde, donc ce symbole n'est pas que patrimonial et culturel, il est bien sûr économique. Mais qui dit économie, qui dit production, dit conséquence. En effet, le vin a sans surprise un lien fort avec nos enjeux environnementaux et climatiques actuels. Effectivement, le changement climatique actuel influe et va influer sur la cartographie des zones de viticulture, ou tout simplement sur le type de vin produit. Bien entendu, le vin, de par la production qu'il nécessite, a un impact sur l'environnement et le climat, sans parler du côté sanitaire, puisque la production du vin nécessite parfois des intrants, et comme nous l'avions évoqué dans l'épisode 3 avec Lila, ces mêmes intrants peuvent avoir des effets sur notre santé. On va rentrer un peu plus dans les détails avec mon invité du jour, Jean-Noël, caviste spécialisé en vin biologique, biodynamique et naturel. Salut Jean-Noël. Bonjour Jordan. Déjà, je suis très content de te retrouver ici. Moi aussi. Et je vais te poser donc les premières questions classiques. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et pourquoi le fais-tu ? Alors, je m'appelle Jean-Noël, j'ai 47 ans, je suis à Nîmes depuis quelques années. Comme tu l'as bien dit, caviste spécialisé dans une petite niche, les vins bio, biodynamie et naturels. On verra plus tard que c'est une définition compliquée. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai monté cette cave avec un ami qui s'appelle Baptiste. Une cave un peu particulière, une cave uniquement en ligne, pas de boutique. Pour commencer, pour des raisons tout à fait bassement financières. Et puis, justement, on a repris avec Baptiste un bar à Paris depuis 2019 pour avoir un contact un peu plus direct. Et j'ai commencé à travailler dans la filière vin en 2009, un petit peu par hasard. Un ami qui travaillait déjà m'a confié des missions. Et donc, j'ai travaillé pour le syndicat des vignerons des Costières de Nîmes, qu'on connaît bien ici. Et c'est de là qu'est née à la fois, je dirais, l'idée et l'envie. L'idée qu'on pouvait travailler dans le vin, que c'était pas seulement un endroit de plaisir et de loisir. Et l'envie peut-être de travailler dans une structure un peu différente, c'est-à-dire de choisir pour qui et pourquoi je travaillais. Voilà. Ok, bon, merci beaucoup Jean-Noël. On va partir un peu de la base, tout simplement. Première question, toute classique. Quand on parle de vin, on parle de quoi ? Alors la définition, elle est assez simple en fait. C'est un produit qui doit être issu exclusivement de la fermentation alcoolique de raisin, ou de mou de raisin, c'est-à-dire de raisin broyé. Et il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut que le degré alcoolique soit de 8,5 au minimum. Voilà, ça c'est la définition juridique, communément admise dans plus de 190 pays. Ok. Après, on a vu apparaître des petites choses un peu étranges, genre le rosé pamplemousse. Oui, voilà ce que j'allais dire. C'était en dessous de. Donc ça, en général, il y a toujours une mention légale derrière qui fait en sorte que ça passe sans problème les fourches codines du droit. Et sinon, vous avez aussi on a aussi des choses un peu particulières, les vins de noix, les vins de choses comme ça. Alors, quand le mot vin est associé à un autre fruit, du coup, pas de problème. Ok. Alors je vais te poser une autre question. C'est en fait, la France a une réputation, comme je l'ai dit en introduction, c'est qu'on a une réputation assez incroyable au niveau du vin. Pourquoi la France est reconnue comme étant une terre de vin ? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, notre situation géographique, parce que pour fabriquer du vin, pour que la vigne s'entende bien, je dirais, avec son climat, il faut un climat tempéré. Donc du coup, dans le monde, il y a des exceptions, il y a des choses un petit peu extrêmes, mais il y a quand même 60% des vignes qui sont dans le continent européen. Et de toute façon, la plupart des vignes sont à peu près en même latitude. Il y a un petit peu moins de 8 millions d'hectares de vignes dans le monde,
et il y en a 10% en France. Ah oui, On c'est est, considérable. voilà, c'est considérable. On est le deuxième producteur en termes de quantité. L'Italie est légèrement devant nous. Tu le rappelais tout à l'heure, le premier pays consommateur, exportateur. Donc ça déjà, c'est l'importance, je dirais, sociale autant qu'économique. Ah, du coup, on est le premier pays consommateur-exportateur, mais pas producteur. Non, en volume. Hein, En volume, voilà. Ouais. L'autre raison qui fait que la France a une réputation importante, c'est sa géologie. C'est-à-dire que l'importance des sols dans le vin est énorme. Puisque les deux choses qui vont faire que tu vas avoir un vin différent, ça va être les cépages et le sol. Donc on a la chance d'avoir une mosaïque de sol, d'exposition au soleil et de cépages assez importante en France. C'est quoi le cépage, tout simplement? Question bête. Mais... Pardon. Non, c'est une question bête. Le cépage, c'est le type de raisin. Voilà. Donc on entend parler beaucoup de Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon. Ça, ce sont les cépages. Et ce sont eux qui définissent une grande partie du goût du vin. Ok. Et le sol va amener de la minéralité, par exemple. Tout à l'heure, je pense. Ouais, on évoquera un peu l'influence du climat, du coup, un peu le changement climatique actuel. On va toujours parler on va un peu contextualiser toujours, c'est-à-dire que moi, j'entends parler de... Quand on va dans un supermarché, quand on va acheter du vin, on va se retrouver face à plein de vins. On va se retrouver avec le vin conventionnel, le vin bio, le vin biodynamique. Maintenant, on parle aussi de vin naturel. Est-ce que tu peux me parler un peu de la différence de ces différents vins? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs niveaux de typologie dans le vin. Je dirais que d'abord, il faut voir qu'il y a plusieurs façons de produire du vin. Du coup, on va se retrouver face à des vins nouveaux, des vins effervescents, des vins avec des sucres résiduels, on dit. Alors, je dis exprès sucre résiduel et pas sucré parce que c'est pas par ajout de sucre. En tout cas, pas tous. Il va y avoir des vins qui vont être en appellation, donc appellation d'origine protégée ou contrôlée. Des vins qui vont avoir une indication géographique protégée, IGP. Tout ça, ça va nous donner des informations aux consommateurs sur comment le vin est fait ou où est-ce qu'il est fait. Ça, c'est la première grille de lecture. Et puis ensuite, l'autre grille, ça va être une grille de cahier des charges, de labels. Est-ce qu'on a affaire à un vin, par exemple, qui est biologique? La question des pratiques pour faire le vin, elle est à cheval sur les labels, dont on va parler après, et sur, par exemple, la question des AOP. Quand on a un vin qui est en AOP, il y a un cahier des charges un petit peu différent des IGP. C'est-à-dire qu'on ne garantit pas seulement la provenance géographique des raisins, mais on garantit aussi une façon de le faire. Il y a une façon de faire les vins de Bourgogne qui est différente de ce qu'on fait ici, par exemple, en Basse-Vallée du Rhône. Et le cahier des charges AOP garantit cela aux consommateurs. Okay. Ne garantit pas un goût, ne garantit pas une qualité extraordinaire, mais garantit une façon de faire. Ensuite, les labels, eux, viennent garantir vraiment, véritablement, le travail au quotidien du vigneron, à la fois en tant que viticulteur, c'est-à-dire ce qu'il va faire à la vigne, et aussi en tant que maître de chai, si j'ose dire. Donc, du coup... on va avoir l'absence de label, c'est-à-dire les vins dits conventionnels, où finalement sont autorisés tous les produits issus de la pétrochimie qui viennent en aide aux cultivateurs, qui fassent de la vigne ou autre chose d'ailleurs. Ensuite, on va avoir quelques labels qui vont être, je dirais, entre le conventionnel et la bio. On peut citer par exemple HVE, haute valeur environnementale, et Terravitis, qui vont s'attacher tous les deux à avoir déjà une vision un petit peu plus large du travail du vigneron, pas seulement le vin, pas seulement la vigne, mais placer ce travail-là dans un ensemble de règles paysagères, de règles sociales, de bons comportements. Donc c'est déjà mieux, c'est déjà beaucoup mieux que le conventionnel, c'est déjà beaucoup plus contraint. Et puis ensuite on va se diriger vers la bio, donc la contrainte est déjà un petit peu plus forte, même si on le verra, c'est une contrainte qui pour certaines personnes ne suffit pas.
en particulier parce qu'elle a été modifiée plusieurs fois au niveau européen. Et donc là, les produits issus de la pétrochimie sont interdits. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des vignerons qui pourront quand même utiliser des aides à la culture, avoir de l'engrais, avoir quelques intrants qui rentrent dans la production des vins, mais qui seront labellisés bio eux aussi. Ensuite de ça, on a d'autres labels encore plus contraignants, mais qui viennent toujours d'une base de bio. Ça va être par exemple Nature et Progrès, où là, spécifiquement, on va interdire des pratiques supplémentaires, on va interdire des produits supplémentaires, on va limiter l'utilisation de certaines choses, par exemple le soufre dont on parle souvent dans les vins, on va avoir une dose maximale qui va être bien moindre. Ensuite, on continue, on a la biodynamie. La biodynamie, grand sujet. Ouais. Là, on commence à... Qu'est-ce que ça veut dire ? On commence à envisager la plante, d'abord, la vigne, comme faisant partie d'un tout, comme faisant partie d'un écosystème, et qui a sa propre dynamique, son propre rythme, et il va falloir le respecter. Ça, c'est la base. Donc du coup, on entend parler d'un seul coup des cycles lunaires, à la fois pour la pousse de la vigne, pour la récolte des fruits, mais aussi pour la vinification. Donc c'est là où je dirais qu'il y a beaucoup de détracteurs, des gens qui n'y croient pas, dont acte. C'est pas très grave. Moi je dirais que le principal, c'est qu'au départ, on a respecté la plante, fait en sorte d'utiliser le moins de produits possible. C'est déjà beaucoup. Et pour finir, un tout nouveau label qui s'appelle Vin Méthode Naturelle et qui essaye de ranger derrière lui cette grande catégorie fourre-tout des vins naturels dont on parle beaucoup depuis une dizaine d'années et qui n'a que très peu de base juridique. L'idée étant bien sûr d'être bio au minimum, hein, c'est la moindre des choses, et ensuite d'utiliser quasiment pas d'intrants, c'est-à-dire d'avoir aucun artifice. C'est très compliqué de refuser par principe le soufre, mais l'ensemble des autres intrants sont déjà éliminés. Pourquoi c'est difficile ? Alors je dirais parce que c'est d'ailleurs toute la question qui occupait les tenants et les détracteurs du vin naturel, c'est que le vin ne peut pas être naturel jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous faites fermenter du raisin, ce qui va arriver si on laisse faire la nature, c'est du vinaigre. Mais le vin, ça impose une action humaine. Ça impose qu'à un moment donné, on arrête un processus, on se dise, c'est ce goût-là que je veux, c'est cette acidité-là, c'est... Et l'un des ennemis du vin, c'est une des choses qui favorise sa transformation en vinaigre, c'est l'oxygène. Et il se trouve que le SO2, l'anhydride sulfureux, est utilisé dans plein d'autres choses que la vinification pour protéger comme antioxydant, pour protéger ce qu'on produit de l'oxygène et éviter que ça s'oxyde. Ok. Donc au final, c'est vrai que je comprends mieux pourquoi il peut y avoir des détracteurs aussi du vin naturel dans ce cas-là. Exactement. Alors après, il y a plein de solutions techniques suivant le type de vin qu'on fait, qui peuvent être mises en œuvre pour se passer le plus possible du soufre. Il y a des tas de gens qui arrivent à faire des cuvées blancs, rouges, peu importe, sans soufre. Et puis il y a des gens qui ne serait-ce que parce que ils ont peur, parce que c'est aussi une entreprise qu'il faut sauvegarder, ne vont pas le faire. Il y a d'autres gens qui vont se retrouver avec des cépages, des pratiques de vinification ou même un sol qui va faire en sorte que les bons éléments ne seront pas présents dans le vin et qu'ils en mettront forcément un petit peu. Donc là, il y a deux postures. Il y a des gens qui sont, je dirais, un peu ayatollahs, qui ne veulent pas du tout entendre parler de soufre, et puis d'autres qui acceptent des doses moindres. Un vin dit naturel, donc le label dont je parlais juste avant, ce sont des acceptations de doses de soufre très limitées, qui sont de l'ordre
de 10% de ce qu'on peut retrouver dans un vin conventionnel. Voilà, pour se donner un ordre d'idée. Ok. Donc c'est pas en tant que consommateur, je dirais que c'est pas très important dans ces doses-là. On en avale souvent, malheureusement, tout ce qui est plat préparé, etc. On est plein. Les fruits secs. Bon. L'important, c'est de penser à notre dose journalière, hein, comme beaucoup de choses. Voilà. Et c'est en revanche très important, je dirais, pour le vigneron. Parce que les vignerons qui ne veulent pas en mettre portent cette volonté, je dirais, en étendard. Et c'est une volonté aussi importante que de ne pas mettre de pesticides dans ces vignes. Je crois qu'il y a là quelque chose de... Après, il faut toujours, c'est toujours bien quand même de, on va dire, féliciter les gens qui ont, c'est d'avoir une certaine, pureté, exemplarité totale. Exactement. Même si, bien sûr... Il montre la voie, même si je ne montrerai pas du doigt d'un autre côté ceux qui ne peuvent pas ou ont choisi de faire légèrement différemment. Et surtout, dès qu'on est en biodynamie ou en vin naturel, on fabrique du vin à partir de levures indigènes. Ce qui n'est pas forcément le cas en vin biologique, qui peut l'être, mais ne l'est pas forcément. Pourquoi je précise ça ? Pourquoi c'est important pour moi ? Parce que c'est là que commence l'artifice. C'est-à-dire que si vous vous autorisez à utiliser des levures, qui sont en fait des sachets de poudre qu'on ajoute dans le raisin, dans le jus de raisin, vous n'êtes plus obligé de faire avec ce que la nature vous a donné cette année. Vous n'êtes plus obligé d'avoir un vin qui est, je sais pas, plus corpulent parce qu'il y a plus de soleil. Vous allez pouvoir faire un vin qui va avoir la même qualité gustative que l'an dernier, alors même que vos raisins sont pas forcément aussi jolis cette année, parce que ce sont les levures qui vont donner les goûts. Et donc vous pouvez acheter un sachet de levure bio Grenache. Voilà. Donc pour moi, là commence l'artifice. Les vignerons qui s'obligent à faire des vins à levure indigène, croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire un soin de tous les instants à la vigne, ça veut dire un trier aussi à la vendange. Déjà que c'est un métier qui est quand même très très exigeant. Exactement. Et puis ça veut dire des pertes, parce que si vous triez, du coup, ça veut dire qu'il y a une partie des raisins qui ne part pas dans la cuve. Donc ça fait moins de vin à la sortie. Je te propose de faire une petite pause musique et on se retrouve dans quelques minutes pour encore continuer à parler un peu des labels et des limites de ces labels. À de suite.
Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Jean-Noël, avec qui on parle vin. Je te propose de continuer un petit peu sur les labels, sur leur rôle et leurs limites. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, volontiers. Eh bien, écoute, les labels, tout ce qu'on en a dit, en fait, je leur vois deux rôles. Un rôle vis-à-vis des consommateurs, c'est vraiment un rôle de classification, se repérer dans cette jungle. Et puis, il y a un rôle aussi vis-à-vis des producteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, le vin, c'est une filière énorme. Il y a 500 000 acteurs en France sur la filière vin, si on compte tout le monde. Et donc, du coup, il y a des placements de marché aussi. Il y a des volontés politiques aussi. Et tout ça dessine des limites un petit peu différentes au label. Le label, je dirais qu'on voit le plus aujourd'hui, ça reste quand même le label AB ou la feuille avec les petites étoiles, le label bio européen. Il a été modifié en 2012 au niveau européen pour justement s'étendre, pour qu'on puisse le voir dans les supermarchés. Donc ça a forcément un effet bénéfique, c'est qu'on en parle plus, il y a plus de demandes, donc du coup ça force la filière, qu'elle soit agriculture classique ou viticulture, à s'y mettre. Mais c'est forcément un compromis. Donc le compromis s'est fait sur le fait que finalement plus de pratiques ont été autorisées, plus de produits ont été autorisés. Et d'ailleurs, pour les vins, on le voit, il y a quelques associations qui font des petits visuels avec une bouteille où on voit la liste des pratiques et des produits autorisés en conventionnel. Donc là, il y a 3 petits points dans la bouteille, parce que ça va beaucoup plus loin. Pour une bouteille bio, ça remplit quand même la bouteille. Et puis dès qu'on passe en biodynamie, en nature et progrès, tous les labels que j'ai cités tout à l'heure, il n'y a que quelques pratiques et que quelques produits qui sont obligatoires. Et ça provoque de la part de certains vignerons un rejet du label bio. Alors, parfois un rejet pur et simple, parfois un rejet en demi-teinte, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir un marché à l'export ou simplement pour pouvoir rassurer quand même les consommateurs qui les suivent, ils vont quand même payer la certification bio, mais ils ne vont pas l'afficher sur la bouteille. Ils vont le dire aux consommateurs qui leur demandent, mais l'idée étant pour eux de ne pas être assimilés à l'ensemble des vins bio qui vont se trouver en supermarché et qui n'ont pas la qualité intrinsèque de leur vin. C'est que c'est intéressant de savoir ça pour les auditeurs, parce que c'est souvent, quand on s'y connaît pas en vin, on va dire conventionnel et bio, et on voit que même, en fait, à partir du moment où ça découle du bio, plein de branches, et qui ont vraiment presque s'opposent dans certains cas, comme tu le dis. Exactement. Mais je pense que ça n'est pas propre au vin. Je pense que on peut dire la même chose des courges ou des haricots verts. Simplement, on n'y pense pas forcément, et c'est là que je vais défendre un petit peu ma paroisse, que le rôle du caviste est important. C'est-à-dire que, je le dis souvent, si vous allez à un supermarché parce que vous manquez de moyens, effectivement, vous avez une gamme de vins qui n'existe pas chez votre caviste. C'est la gamme entre 3 et 7 euros. Bon. Au-dessus de ces prix-là, chez n'importe quel caviste qui fait bien son travail en France, il y aura du vin. Simplement, vous allez changer de gamme. En mettant le même prix, vous allez avoir une gamme vraiment au-dessus. Ça, c'est le rôle du caviste qui est un rôle de défricheur. C'est lui qui va non seulement déguster les vins et être capable d'en parler, mais il va aussi s'intéresser justement à comment les vignerons travaillent. Et puis, si je reviens au label, il y a après je dirais un travail de lobbying interne à la filière qui va être de voir le poids que l'ensemble des viticulteurs bio ont face aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qui se dessine région par région, parfois appellation par appellation. Et donc on voit des grandes disparités. On voit que, par exemple, le Languedoc-Roussillon et la Loire étaient les régions en pointe, les premières sur le bio, et puis les autres courent derrière assez vite, avec, je dirais, en queue de peloton, la Bourgogne, la Champagne, le Bordelais. Mais là aussi, ça bouge.
Parce que je pense que c'est pas mal, on va rebondir un peu sur le lobbying. Moi, je m'en souviens par exemple de cette émission donc, de Cache Investigation qui enquêtait sur les fausses études qui montraient un peu les vertus médicales du vin. Est-ce qu'on assiste toujours à ce jeu d'influence actuellement? Et par exemple, plus spécialement, sur ce, par exemple, là tu disais qu'il y avait des régions qui s'étaient concentrées par rapport peut-être à l'influence des lobbying sur du bio. Est-ce que le lobbying du conventionnel fonctionne toujours? Enfin, comment ça se passe, le travail du lobbying dans le vin, tout simplement? Alors, oui, il fonctionne toujours. Le lobbying du conventionnel, simplement, il prend quand même la mesure du changement et il ne pousse pas forcément à garder les mêmes pratiques que dans les années 70. Tout à l'heure, je parlais de HVE et Terravitis. Typiquement, ce sont des labels intéressants. C'est une bonne évolution par rapport au conventionnel, mais c'est l'exemple même du lobbying. C'est-à-dire que finalement, on essaye de ralentir un processus qui pouvait se faire très simplement en passant directement du conventionnel au bio et de lui trouver des étapes. Alors, quand je dis ça, je critique pas la chose en bloc. Encore une fois, on parle de centaines de milliers d'hectares, on parle d'entreprises, on parle d'entreprises où il y a aussi des sous-traitants, où il y a toute une filière, des gens qui produisent des étiquettes, des bouteilles, des cartons, etc. Et il ne faut pas donner un coup de barre à droite ou à gauche trop violemment, sinon ça marche pas. Donc changer doucement, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus que ce soit l'occasion, comme on le voit souvent en environnement, de ne rien faire ou de simplement retarder les choses. Donc c'est là que le lobbying agit encore. Après, on peut voir à l'inverse un mouvement un peu radical côté vin naturel et qui est du lobbying finalement aussi. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Enfin, ce qu'il faut, c'est encore une fois ne pas standardiser ni d'un côté ni de l'autre, parce que la standardisation est l'ennemi de l'écologie, quelle que soit la standardisation. J'ai envie de te poser une petite question pour juste contextualiser. Là, tout à l'heure, tu disais qu'on était, donc en France, on avait à peu près donc 10%, donc ouais, c'est ça, des terres au niveau mondial de viticulture. Oui. On a là combien de pourcentage de bio à peu près, tu penses, là-dedans ? Alors, en France, il y a des grosses disparités régionales pour la part de viticulture bio. On est de mémoire, mais même si mes chiffres ne sont pas forcément complètement actuels, entre 1,5 et 3% en Champagne. On est à près de 30% en Loire. Et la moyenne se situe aux alentours de 13-14%. Donc avec ces disparités-là sur l'ensemble du territoire français. Mais c'est en constante évolution. C'est vraiment là où je dirais que ta question du lobbying est efficace, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de demandes, les gens boudent de plus en plus les vins conventionnels, donc du coup, je suis sûr que ça va être des chiffres qui vont s'améliorer d'année en année. Je voudrais en revanche revenir sur ton exemple de Cache Investigation tout à l'heure et des vertus ou pseudo-vertus du vin pour la santé. Là aussi, c'est compliqué d'avoir une réponse monolithique. Le vin, c'est de l'alcool. Bon, l'alcool, c'est un poison, on le sait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a, depuis la fin des années 80, début des années 90, une loi, la loi E20, qui s'attache à en limiter la publicité pour limiter les effets de l'alcoolisme. En revanche, le vin est tout de même un alcool particulier. On entend souvent cela aux informations pour accentuer le côté traditionnel, le côté culturel, mais il est aussi chimiquement particulier parce qu'il y a des polyphénols à l'intérieur qui sont des molécules qui peuvent être, avec une consommation modérée bien sûr, intéressantes pour la santé. Ce qu'on va pas retrouver dans, par exemple, les alcools issus de distillation. Et donc, aujourd'hui, on peut voir un discours qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on entendait dans les années 50, où le vin était un aliment, un fortifiant, il fallait en donner aux enfants coupé avec de l'eau. Mais en revanche, des études sérieuses qui ont prouvé que, à petite dose,
sur certaines maladies, comme par exemple les maladies cardiovasculaires. Voilà, il faut laisser sa grand-mère boire son verre de Porto tous les soirs si elle en a envie, quoi. Ok, bon, merci beaucoup pour cette précision. On va continuer un peu sur le côté de l'impact du vin. Là maintenant, on va parler un peu tout simplement de l'impact écologique du vin, parce que bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a de la production, il y a de la commercialisation, donc je présume qu'il y a aussi un impact. Bien sûr. Quel est l'impact écologique de la filière vin, tout simplement ? Alors, le premier impact auquel moi je pense, qui n'est pas forcément le premier dont on parle, c'est quand même l'impact sur l'eau. Les régions vitivinicoles sont souvent des régions où on a des grands espaces de monoculture. Et donc tous les produits qu'on met dans la vigne se retrouvent par infiltration à un moment donné à aller jusqu'à la nappe phréatique. Donc il faut quand même essayer par penser à ça. C'est qu'on n'est pas obligé de consommer du vin, par quel que soit le choix qui dirige cela. Mais en revanche, on est obligé de consommer de l'eau. Donc il faut commencer par penser à cet impact-là. Ensuite, bien évidemment, on va consommer de l'eau, on va consommer de l'énergie, donc c'est un produit carboné, on va le transporter. Je vous disais tout à l'heure que j'ai une cave en ligne, donc typiquement, moi j'expédie toutes les bouteilles que je vends, donc effectivement c'est aussi une question à se poser sur ce commerce-là, comme n'importe quel e-commerce. Donc l'impact, il est là pluriel comme toute industrie. Et ça fait quand même longtemps que la filière économise, pense à son impact. Donc ça se traduit par de multiples choses. Ça se traduit par, pour le conventionnel par exemple, l'utilisation de matériel de pointe pour utiliser un minimum de produits phytosanitaires et faire un minimum de passage dans les vignes. Donc utiliser moins de gasoil. Ça veut dire avoir des chais qui sont pensés, par exemple pour utiliser la gravité, ne pas utiliser de pompe. Parce que la pompe, il faut la nourrir en énergie. Ça veut dire avoir des systèmes pour nettoyer les cuves, les caissettes, etc., qui sont économes en eau. Donc tout est pensé à l'intérieur de la filière, petit à petit, encore une fois, comme toutes les filières industrielles, pour avoir un impact le plus petit soit-il. Après, le gros de l'impact, ça restera quand même que en monoculture, on sera obligé de soutenir la vigne. On a besoin d'avoir quand même un nombre d'hectares intéressant pour faire vivre une entreprise. Et la vigne est déjà une plante fragile, et en monoculture, elle l'est d'autant plus. Donc okay. Du coup, ça veut dire qu'on aura toujours un minimum de traitement et d'action humaine qu'il faudra mener dans la vigne. Ça sera c'est sûr que oui. Si on met le bilan carbone, plus les intrants, plus les différentes choses, plus l'impact sur l'eau, tu as raison de le préciser, c'est sûr que dans tous les cas, il y a un impact écologique, mais bon, faut que les labels jouent leur rôle aussi pour que les choses s'améliorent. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense même que la particularité, mais qu'on va retrouver dans toute l'agriculture par rapport à une autre industrie, c'est que l'impact écologique, il est aussi pensé parce que les viticulteurs se le prennent dans la tête tous les jours. Aujourd'hui, il y a un effet boomerang évident. Depuis des années, la température augmente. Les saisons sont parfois un peu décalées. Il y a des épisodes climatiques dont on entend parler pour les inondations, la grêle, la neige, qui vont venir aussi poser de graves problèmes aux viticulteurs. Et donc, cette pensée écologique, elle n'est pas désintéressée de la part de la viticulture. Tu fais une parfaite transition, Jean-Noël, parce que je vais te faire commenter un extrait de l'émission La Quotidienne sur France 5 du 3 décembre 2015, D'accord. Qui parle un peu de l'impact du changement climatique sur le vin. Donc on va pouvoir en parler juste après. À de suite. À tout de suite. Entre le Mont Canigou et le massif des Corbières, une des régions les plus arides de France. Et ici, en 50 ans, les températures moyennes ont augmenté d'1,5 degré, ce qui a accéléré la maturation du raisin. Jean-Michel Hilary, vigneron depuis une 30aine d'années, doit vendanger plus tôt.
On commence les vendanges vers le 25 août. Et bien sûr, il y a 30 ans en arrière et même plus, on les commençait vers le 20-25 septembre. Ce qui fait en gros 3 semaines à pratiquement un mois d'avance par rapport à une trentaine d'années en arrière. Avec des vendanges plus précoces, le cycle de la vigne est perturbé. En effet, les grains de raisin sont plus petits et la récolte plus maigre. Sur cette parcelle, en période de sécheresse, on constate 3 fois moins de récoltes qu'une année normale. Et 3 fois moins de récoltes, c'est grave. Et sur les 5 ou 6 dernières années, ça s'est produit malheureusement au moins 3 fois, quoi. Un manque à gagner qui inquiète Pierre, le fils de Jean-Michel. À 25 ans, le jeune vigneron va prendre petit à petit la relève. Maintenant, en ce moment, mon métier, bien sûr, c'est la vigne, c'est vigneron. Mais après, c'est vrai que le climat local pourrait devenir le climat de l'Andalousie dans 10, 20, 30 ans. Donc, peut-être qu'il faudra aussi changer, utiliser les terres qu'on a pour d'autres cultures. Et si Pierre imagine l'impensable, arrêter la culture de la vigne, c'est à cause du réchauffement climatique, qui a déjà des conséquences sur le goût de son vin. Plus il fait chaud, plus le raisin est sucré et alcoolisé. À l'heure actuelle, on arrive à avoir des cuves qui sont au-delà de 15 degrés en rouge. Quelquefois sur des parcelles, on est à plus de 16 degrés. On est obligé de faire des assemblages. Parce que 16 degrés, c'est impossible à mettre en bouteille. En vin rouge, ça commence à taper un peu. Un effet qui éloigne certains clients. Pour le sud de la France, les impacts économiques se traduisent par des vins trop alcoolisés, plus difficiles à vendre. Et tout cela s'inscrit dans un contexte économique plus global, de surproduction, de mauvaise image depuis quelques décennies des vignobles du sud de la France. Et ça ne favorise pas, bien entendu, le développement économique de cette région. Si les vins du sud souffrent du soleil, au nord, en Bourgogne, les vignerons sont les grands gagnants du réchauffement climatique. Claire, viticultrice depuis plus de 20 ans, a déjà constaté une amélioration de la qualité de son vin. Une évolution déjà de l'acidité, une acidité moins prononcée, ce qui fait pour les Hautes-Côtes des vins un peu plus agréables en moyenne. Et puis une évolution aromatique avec un passage à un fruit rouge plus chaud pour moi, c'est-à-dire la fraise ou même la framboise. En Bourgogne, il y a les vins les plus prestigieux comme les Côtes de Beaune, puis les vins moins réputés comme les Hautes-Côtes de Beaune situées en altitude. Mais avec la hausse des températures, leur climat est devenu similaire à celui des fameux vins des côtes d'il y a 30 ans. Et ça se ressent directement sur la qualité du vin. On peut dire que la qualité des Hautes-Côtes en moyenne s'est améliorée et surtout elle est plus homogène. Ça nous ouvre des marchés, c'est-à-dire qu'on vient nous chercher. La demande n'est plus seulement de nos acheteurs traditionnels mais de pays nouveaux consommateurs, donc qui aujourd'hui nous connaissent et nous recherchent. Mais si les vins de Bourgogne gagnent en qualité avec le réchauffement climatique, les vignes doivent faire face à des maladies plus récurrentes. Les vignerons bourguignons sont certes gagnants, mais font face à de nouvelles contraintes. Voilà donc pour l'extrait qui date donc de 2015. Je te laisse commenter. Il y a plein de choses à en dire. Alors la première, c'est que c'est vrai, le réchauffement climatique provoque des vendanges qui sont chaque année plus précoces. Donc là, l'extrait était de 2015 et le vigneron parlait, je crois, de la fin août. On sait tous qu'il y a des dizaines d'années, c'était fin septembre. Mais dans nos régions, il y a déjà des vignerons qui vendangent les premiers jours d'août maintenant. Alors, ça dépend aussi des cépages, on va revenir à ça, parce qu'il y a des cépages qui sont plus précoces que d'autres. Mais la maturité du raisin va arriver plus vite. Mais ce qui était dit après en filigrane, c'est que tout est déséquilibré. C'est-à-dire qu'en fait, le vigneron est obligé de vendanger parce que sinon, comme il ne pleut pas l'été, son raisin se dessèche et ne fait que se dessécher. Il n'y a pas d'amélioration de la qualité du raisin, il y a juste une perte de quantité de jus à l'intérieur du raisin. Mais en revanche, pour faire du bon vin, il faut une maturité du raisin, des pépins des raisins, de la rafle, c'est-à-dire ce qui tient les grumes de raisin ensemble pour faire la grappe,
Et tout ça est prévu par la nature pour arriver à peu près ensemble, sous un climat tempéré normal, ce que nous n'avons plus. Donc ça pose, ce problème de décalage, ça pose d'autres soucis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les cahiers des charges des AOP, par exemple, qui ont été faits dans les années 30, 40, 50, jusqu'aux années 80, suivant les appellations, ne correspondent pas forcément avec ce qu'on peut obtenir aujourd'hui comme matière première pour faire le vin. Ça, c'est la première chose. Ce qui est dit ensuite dans ce petit reportage, c'est que on parle de la Bourgogne, avec, en revanche, une amélioration de la qualité. Alors là, je suis obligé d'être un peu plus nuancé. C'est-à-dire que tout dépend à quel marché on s'adresse. C'est-à-dire que si on veut faire du vin de Bourgogne générique, donc un vin pas trop cher, qui plaît à tout le monde, alors là, effectivement, ça devient beaucoup plus facile, puisque avant on avait des déficits de maturité, donc on ne les a plus maintenant en Bourgogne. Il y a longtemps, même, on chaptalisait les vins, c'est-à-dire qu'on les sucrait, parce qu'il n'y avait pas assez de sucre originellement dans le raisin pour faire un degré alcoolique suffisant. Mais le problème, c'est que la dame parlait de moins d'acidité. Donc moins d'acidité, ça plaît à plus de monde, ça donne des fruits rouges qui plairaient presque aux enfants, très bien. Mais si vous voulez un vin qui soit un grand cru de Bourgogne, l'acidité, c'est extrêmement important. Un pinot noir, c'est un raisin qui a besoin d'acidité pour être bon. C'est pas forcément fait pour l'apéro. Donc c'est pas grave en fait si c'est acide, parce que ça va s'équilibrer avec ce que vous allez manger. Mais ça pose d'ores et déjà ce réchauffement d'autres problèmes pour des crus spécifiques. Et là aussi, les décalages peuvent être importants, puisque, sans rentrer dans les détails, on fait souvent des associations entre la rafle et les raisins en Bourgogne aussi, et ça devient un problème si la rafle est verte. Je vais te poser une toute petite question, ça sera peut-être, il faudra que tu répondes un peu rapidement, parce que malheureusement l'horloge tourne contre nous. Mais c'est quoi les perspectives ? Les perspectives, elles sont, là aussi, elles sont, à mon avis, plurielles. On entendait un vigneron qui disait je vais peut-être abandonner, en fait je vais peut-être faire une autre culture que la vigne. Alors bon, évidemment ça arrivera, suivant où on est, ça arrivera. Ensuite il faut bien se rendre compte que tout le monde y réfléchit depuis un moment. Alors, quand je dis tout le monde, je veux dire les viticulteurs, je parle aussi des scientifiques, avec deux directions. La première, c'est l'hybridation, c'est-à-dire de créer des nouveaux cépages, des nouvelles espèces, qui seraient plus adaptés à un climat plus chaud. Alors, ça ne pourrait régler qu'une partie des problèmes, parce qu'on aurait toujours les accidents climatiques, qui vont être, nous le savons, de plus en plus présents et avec une amplitude de plus en plus forte. Et bon, vous pouvez avoir un cépage résistant à la sécheresse, si il prend la grêle, ça ne réglera pas votre problème. Non, exactement. Donc ça, c'est une première chose. Après, on commence à voir des choses qui nous paraissent un petit peu farfelues, mais qui fonctionnent dans certaines régions. Alors, je parle plus de l'Espagne que de la France aujourd'hui. Ce sont des vignes qui poussent à l'ombre des arbres, par exemple. Donc c'est assez étrange, mais ça correspond aussi à ce qu'est la vigne au départ, c'est-à-dire une liane qui peut courir, qui peut avoir une surface foliaire qui va être sur la canopée d'un arbre, et puis qui peut avoir des raisins qui sont à l'ombre. Ça doit être joli en tout cas, esthétiquement. Très joli, difficile à travailler, je pense. Je pense que c'est un modèle qui n'est pas forcément un modèle pour les grosses entreprises, mais peut-être pour les petits vignerons. En tout cas, merci Jean-Noël. Avant de clôturer clôturer le sujet vin, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton métier ? Alors, mon métier, je dirais prosaïquement, c'est d'acheter du vin pour le revendre. Mais c'est pas comme ça que je le vois, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est d'être un passeur de témoins, c'est de prendre le temps d'aller à la rencontre de vignerons, de viticulteurs, de voir comment ils travaillent, d'essayer de comprendre pourquoi, de voir ce que ça donne, quelle émotion ça procure, et d'être en capacité de proposer ça à des gens qui ont
ni le temps ni l'envie de faire ces recherches, mais en revanche qui ont la certitude d'avoir envie d'avoir de l'émotion quand ils lèvent leur verre. C'est une très 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 jolie description de ton métier. Merci. Je te propose de faire une nouvelle pause musique et on se retrouve dans quelques minutes pour les questions plus personnelles. À de suite. Tonight we fly over the houses, the streets and the trees, over the dogs down below. They'll bark at our shadows as we float by on the breeze. Tonight we fly over the chimney tops, skylights and slates, looking into all your lives and wondering why happiness is so hard to find. Doctor, over the soldier, over the farmer, over the poacher, over the preacher, over the gambler, over the teacher, over the writer, the lawyer, the dancer, the voyeur, the builder, the destroyer, the hills on far away. Tonight we fly over the mountains, the beach and the sea, over the friends that we've known and those that we now know and those whom we've yet to meet. And when we die, oh, will we be that disappointed or sad? If heaven doesn't exist, what will we have missed? This life is the best we've ever had. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Jean-Noël pour les questions perso. Alors on va donc la question donc de ton quotidien, de tes habitudes. Est-ce que tu as des habitudes écolo et pourquoi? Alors j'espère que j'en ai. Je dirais que j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir petit à petit changé dans ma vie d'adulte mes pratiques avec une idée qui tient de la décroissance, mais que j'applique à moi et que j'applique pas d'une façon générale à l'économie. C'est vraiment de ne jamais surconsommer, réutiliser ses vêtements, réutiliser, je sais pas, l'eau des pâtes, ne pas utiliser sa voiture pour une seule raison, mais toujours avoir 2-3 choses à faire différentes et attendre qu'il y ait ce magma de choses à faire pour la prendre, faire attention à l'énergie, au tri. C'est même plus une réflexion aujourd'hui, c'est une façon de faire habituelle. Est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller? Ou des, ou peu importe. Voilà. Ou des, bon. Alors, j'ai choisi d'abord un livre sur le vin. C'est un livre de Catherine Bernard qui s'appelle Dans les vignes. Catherine Bernard, c'est une ancienne journaliste qui vient de l'ouest de la France et qui est venue s'installer en Languedoc il y a une quinzaine d'années maintenant, reprendre quelques hectares de vignes. Et elle raconte cette reconversion
et à travers ça, ce que c'est que faire du vin. Donc c'est vraiment un chouette livre. Et j'avais pensé à quelque chose de plus général et d'un petit peu plus rentre dedans aussi. C'est Tout peut changer de Naomi Klein, qui date aussi d'il y a quelques années. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire ? Alors j'ai choisi une personnalité qui n'a rien à voir avec l'environnement ou le vin, qui fait appel à ma lointaine formation de juriste, et Christiane Taubira. Ok. Voilà, sa vision de la politique, qu'elle soit pénale, juridique, sa vision sociale, je trouve ça assez inspirant. Ouais, je suis d'accord. Donc, nouvelle question, tu t'informes sur quels médias en général ? Alors, il faut y mettre un S. Hein. Je suis habitué au papier, donc j'ai pas laissé tomber le papier, donc toujours un petit peu de presse quotidienne. Évidemment, beaucoup de nouveaux médias aussi. Des choses un petit peu sur le côté, Thinkerview par exemple. Mais avec beaucoup de critiques, c'est-à-dire que je ne peux pas donner un média en disant je fais confiance à celui-là. Ce que j'aime bien, c'est chercher, confronter. Sûrement une vieille histoire de formation universitaire. Non, mais tu as raison, c'est ce qu'on dit sur des précédentes émissions, c'est que je pense que plus on consulte de médias, plus on arrive à avoir un point de vue qui est le plus rationnel, ou voilà, en tout cas qui est réfléchi. Voilà, exactement. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est pas grave. Voilà, mais c'est bien d'avoir plusieurs sons de cloche. Et voilà, et la dernière question, donc la plus sympa, la plus marrante, si tu étais donc dans la même salle que le futur président ou la future présidente, quel conseil tu lui donnerais sur un sujet environnemental ou par rapport à ton secteur ? Sur le sujet environnemental avec un sens très large, je dirais qu'il faut simplement arrêter d'écouter les lobbies, et quels qu'ils soient, même ceux auxquels je participe, je dirais. Non, et écouter un petit peu, je sais que c'est galvaudé, mais un petit peu le bon sens. C'est-à-dire que ça nous obligera à faire simplement quelque chose de mesuré. Parce que la solution, elle est forcément plurielle et mesurée. Il n'y a pas une seule solution, c'est pas possible. Ok, bon, écoute, merci beaucoup Jean-Noël. Merci à toi. C'était vraiment super. Pour moi aussi. Voilà, j'ai passé un super moment. Je vais conclure en quelques mots comme d'habitude. On a pu le constater, le vin, c'est le patrimoine, la culture, l'économie, le tourisme, l'agriculture, mais c'est aussi la santé, l'environnement et le climat. Le vin est un fer de lance de l'économie française, mais le vin doit savoir s'adapter à des enjeux qui grandissent d'année en année. Une prise de conscience des viticulteurs ne sera pas suffisante, il faudra les accompagner politiquement et économiquement dans cette transition, mais comme toujours, le consommateur devra lui aussi jouer son rôle. Bien sûr, c'est ouvrir des portes ouvertes, mais c'est important de le rappeler. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Encore merci Jean-Noël. On se donne rendez-vous pour un nouvel épisode sur un nouveau sujet avec un nouvel invité sur Radio Alliance Plus et Rage. Les épisodes sont toujours disponibles sur Spotify, Deezer, le site de Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.